Bonjour les secondes 6. Alors, je ne peux plus diffuser un flux à 15 heures pour vous puisque vous n'avez pas le même programme que les secondes 1 et 5 et qu'avec les secondes 1 et 5, dorénavant, on va faire de l'histoire. Du coup, je vais diffuser en direct à 15h, 14h40, 15h45, pardon. Donc là, je commence avec 5 minutes de retard en fait. Et je ne sais pas si beaucoup de gens auront noté le changement d'horaire. Je viens de prévenir Lucia. Esther m'avait laissé un message. Mais toujours est-il que de toute façon, la vidéo sera encapsulée dans le cahier de texte et que ça ne vous empêche pas de faire le formulaire que je vous ai mis pour cette semaine. Formulaire qui porte, si vous l'avez vu, euh, notamment donc sur le dernier cours, le dernier cours de géographie. Donc nous avons fait les inégalités du peuplement, la question du nombre et du vieillissement, donc en France, puisque à chaque fin de thème, bonjour Esther, à chaque fin de thème, donc nous avons à essayer d'appliquer les enseignements de la leçon au cas particulier, pardon, de la France. Alors, il est évident que dans le cas de la France, en faisant une ou deux heures de cours ou l'équivalent, comme la semaine dernière, on ne fait pas absolument le tour de la question. Alors vous, je, euh, je ne vois pas. Excusez-moi, je suis un peu troublé parce que j'ai des premières qui me posent des questions en même temps sur autre chose qui n'a rien à voir. Alors, vous avez, je pense, trouvé, je vais vous le montrer sinon, sur le cahier de texte de la classe qui est ici, le cours. Alors, si vous cliquez ici, vous voyez là, vous êtes sur le cahier de texte, j'y reviens. Voilà. Alors, ici, la dernière capsule que nous avions faite ensemble sur la diagonale aride. Le cours qui correspond à la diagonale aride, vous cliquez ici et vous l'avez en entier. Donc si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes et de tout recopier au propre cette semaine, il vous restera toujours les vacances pour faire ça, puisque je ne vous donnerai pas de travail entre le 18 et début mai, en espérant d'ailleurs qu'on reprendra les cours normalement ensuite. Et c'est cette carte qui vous servira à répondre aux questions du formulaire numéro 2. Donc, où une des parties du jeu, en fait, ce que sont ces agglomérations ici, et à quoi elles correspondent dans le cours. Donc vous voyez que c'est une illustration, cette carte, de la formule d'Hervé Lebras, deux noyaux denses, la région de Paris, celle de Lyon, mais un peuplement très périphérique, sinon les Français campent aux frontières et sur les littoraux. Donc deux noyaux denses reliés aux frontières et aux littoraux par des pédoncules denses. Donc ici les traits rouges ne représentent pas des flux ni des axes de circulation, mais des régions denses. Donc en fait, bonjour Muret, la vallée du Rhône, celle de la Saône aussi, et puis l'axe rhodanien vers Genève sont très peuplés, également l'axe de l'Oise et de l'Aisne entre Paris et Lille, et puis la basse Seine entre Rouen et Paris. Voilà à quoi ressemblait donc dans votre cahier de texte numérique la carte sur laquelle vous appuyez pour répondre au formulaire actuellement en cours. Alors, puisque vous, en seconde 6 OIB, je ne vous ai pas en histoire, on va faire un petit complément du cours de géographie pour cette semaine. Euh, Vous verrez, si vous avez la curiosité de regarder le cahier de texte, que je fais des statistiques sur l'assiduité dont vous faites montre depuis le début. Et donc, j'ai quand même plaisir à constater que la semaine dernière, vous avez été 21 élèves sur 23 à me rendre le questionnaire en ligne comme on vous le demandait. Et si j'ajoute Yotuel qui me l'a rendu en faisant un scan d'un travail sur papier, parce que pour des raisons sans doute matérielles, il n'a pas pu le remplir en ligne, bah vous étiez 22 sur 23, donc à part Lucia dont je n'ai pas de nouvelles, j'espère que vous en avez et que tout va bien pour elle, toute la classe m'a rendu l'exercice, donc ça quand même c'est très bien. Et vous voyez que quelquefois, on n'est pas toujours content de votre classe. Là, il y aurait plutôt des raisons de vous féliciter. Alors là, vous êtes en retard cette semaine. Il aurait fallu que vous commenciez plus tôt parce que le questionnaire de la semaine, comme toutes les semaines, il est à rendre pour le mercredi. On est mardi et j'ai pas vu beaucoup de retours. Donc vous risquez d'avoir une semaine un peu vide alors que la semaine dernière, vous aviez été très très réactif.
avec un taux de participation de 96%. Bon, alors je vous ai remis un petit formulaire qui est pas très compliqué à faire, hein, qui est un peu un jeu. Donc si vous prenez la peine de venir dans le cahier de texte, de cliquer sur ce document, eh ben, il est assez facile de répondre aux questions. Et j'avais formulé une partie des réponses d'ailleurs dans la dernière vidéo que vous trouverez ici. Bien. Ah, bonjour Lucia. Donc voilà, j'ai commencé avec retard, mais Lucia arrive elle-même en retard. J'étais en train de montrer, Lucia, dans le cahier de texte, en ligne, la dernière vidéo qu'on a faite. Je vais intégrer celle d'aujourd'hui un peu plus loin. Et puis pour le formulaire numéro 2, inégalité, qu'il faut essayer de rendre cette semaine, je pense que vous avez encore jusqu'à demain pour le faire. Il faut cliquer sur ce croquis pour voir la carte qui sert de référence à l'exercice. Et puis là, vous avez le cours dont je viens de dire à tout le monde que ce serait bien qu'il soit pris en note, si c'est pas maintenant, au moins pendant les vacances. Voilà. L'assiduité, Lucia, ça veut dire la participation. C'est le contraire de l'absence. Alors, une assiduité en téléenseignement, c'est un peu bizarre, mais on ne va pas faire un pointage et dire, par exemple, là, il n'y en a que 2 qui suivent en direct, les autres ne sont pas là. Mais puisque je vous donne un formulaire chaque semaine, c'est facile de voir qui le rend, qui ne le rend pas. Donc, la semaine dernière, tout le monde me l'a rendu, sauf Lucia Escoura. Voilà, donc j'espère qu'elle n'est pas malade et qu'elle est en forme. Si vous avez des nouvelles, ben écoutez, dites-lui qu'elle peut participer, rien ne l'empêche. Alors, je vous avais demandé, je ne sais pas si vous l'avez fait, de regarder cette carte-ci dans le livre, qui est la carte donc des vieux, on va dire, hein, et puis de la comparer avec la carte de France que l'on vient de voir ensemble, avec la diagonale du vide. Et l'idée, c'était de vous faire constater que finalement, ce sont les régions déjà vides, enfin moins peuplées, celle de la diagonale du vide. Ce sont les régions déjà plus âgées, celle de la diagonale du vide. Et les régions les moins attractives, celles qui ont des soldes migratoires négatifs, au sens où il y a plus de sorties que d'entrées, ben, qui sont en plus en situation de subir les effets d'un vieillissement inégal. Alors plus le sud que le nord de la diagonale du vide, parce que comme vous me l'avez bien dit dans les réponses au questionnaire la dernière fois, je dois dire que non seulement vous avez été nombreux à répondre, mais vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Il y a évidemment beaucoup de régions qui vieillissent, parce que il n'y a pas beaucoup de jeunes ni d'adultes, donc forcément il reste une proportion de personnes âgées importante, puis aussi des régions qui importent des personnes âgées, qui sont pas si vieilles que ça, ce qu'on appelle les jeunes seniors, des gens qui, pour la retraite, préfèrent partir dans le sud que rester dans le nord. Enfin, il y a une autre raison qui n'est pas très gaie, que je ne vous avais pas permis de découvrir, vous auriez simplement pu le deviner. Euh, eh bien, c'est qu'il y a des régions où on vit moins longtemps. Donc, par exemple, il n'y a pas beaucoup de vieillards autour de l'île, mais une des raisons, c'est que l'espérance de vie est plus réduite dans le nord que dans le sud, et qu'en plus, les gens qui ont des revenus importants dans la région, par exemple dans le département du Nord, ont tendance à partir vivre ailleurs. Mais il faut aussi voir que malheureusement, il y a encore des inégalités qui font que l'espérance de vie à la naissance n'est pas la même partout en France. Il y a des régions où les populations vivent moins longtemps, c'est pas dû au climat ou à des aspects ethniques, hein, mais plutôt liés au mode de vie et au type d'emploi qui sont occupés. Oui, c'est vrai. Alors Esther me fait remarquer qu'on est lundi. Elle a raison. Donc normalement, on se voit tous les lundis à 15 heures. Et dorénavant, ce sera tous les lundis à 15h45, du moins si le confinement dure. Parce que la semaine prochaine, c'est le lundi de Pâques. Donc pas de flux vidéo en direct. On fera peut-être une visioconférence jeudi matin pour commenter l'exercice que je vous donnerai à faire la semaine prochaine. Mais normalement, pas besoin de flux vidéo le lundi, puisqu'on est en vacances. Et à partir du 18, et que le lundi est férié normalement. Donc je ne vais pas vous faire un flux vidéo un jour où on n'aurait pas eu classe, c'est pas la peine. Et en plus on aura terminé le chapitre, donc je ne vais pas vous intercaler un petit truc juste avant les vacances. J'espère qu'on se retrouvera tous début mai pour aborder le chapitre suivant, sur les mobilités. Alors qui sont vraiment tout à fait illustré par les épisodes qu'on connaît maintenant. Le confinement, c'est le contraire même de la mobilité. Et vous voyez que les mobilités, elles présentent des défauts du point de vue sanitaire, du point de vue de la sécurité.
plus les gens voyagent et circulent sans cesse, plus les virus les accompagnent. Et là, on voit que la mondialisation, notamment, a eu un effet pervers et inattendu. Bon, et donc, oui, Lucia, c'est Lucia Escoura, dont je n'ai pas de nouvelles. Vous, je vois que vous êtes là. Bien, donc, décidément, on ne va pas y arriver, je perds le fil. Donc, nous avons à observer aujourd'hui avec vous, voilà, un petit point, peut-être en trois remarques à faire sur la structure de la population. Ce qu'on ne va pas faire avec les secondes 1 et 5, qu'on peut se permettre de faire avec vous, les OIB, puisqu'on a plus d'heures qu'avec les autres. Alors, premièrement, ce que j'aurais envie de vous proposer la semaine prochaine, c'est de faire ou de commenter quelque chose qu'on ne trouve plus dans les manuels de géographie, mais qui est pourtant très instructif et pas difficile à comprendre, c'est une pyramide des âges. En fait, comment on fabrique une pyramide des âges? C'est assez simple, vous mettez en ordonnée, donc le trait vertical, des effectifs, des âges, pardon. Donc, par exemple, de 0 à 5 ans, de 5 à 10, de 10 à 15 jusqu'à 100 ans. Et puis, en abscisse, vous mettez des effectifs. Donc, vous allez dessiner des rectangles. Combien il y a de gens âgés de 0 à 5 ans, combien il y a de gens âgés de 5 à 10 ans jusqu'à 100 ans. Et vous allez avoir comme ça un graphique. Alors, il est intéressant que ce graphique, vous le divisiez en deux. Alors, si vous faites un schéma avec au milieu les âges, et puis les effectifs à droite, les effectifs à gauche, que vous mettez à gauche les effectifs féminins, à droite les effectifs masculins, vous aurez un graphique qu'on appelle une pyramide des âges. Alors, ça s'appelle une pyramide des âges parce que souvent ça ressemble un peu à une pyramide. Ça ressemblait à une pyramide, ça avait une forme vaguement triangulaire. Et pour bien comprendre ce qu'il y a à remarquer et à tirer comme enseignement d'une pyramide des âges, il faut simplement regarder la part des jeunes. Statistiquement, c'est les 0,20 ans. La part des adultes, statistiquement, c'est les 0,59 ans ou les 0,49 pour certains. Et puis la part des vieux, donc au-delà de 60 ans. Et évidemment, il n'y a rien de péjoratif, ni être jeune, ni être jeune, ni être vieux. Voilà. Bon, et évidemment que dans une pyramide classique, la base était plus large que le milieu, qui était lui-même plus large que la pointe. C'est pour ça qu'on a un effet de pyramide, de triangle. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de naissances, pas mal d'adultes, peu de personnes âgées. Et d'ailleurs, un côté de la pyramide était plus aigu et plus haut que l'autre. C'était le côté féminin, puisque l'espérance de vie à la naissance des femmes est supérieure à celui des hommes. Puis après, on regardait dans le détail les creux dans la pyramide, on essayait de les expliquer. Et par exemple, longtemps, on voyait en France le creux correspondant aux enfants qui n'étaient pas nés entre 14 et 18. Donc voilà, c'est ce qu'on appelait des classes creuses. Alors aujourd'hui, ce qui est d'autant plus dommage que vous ne fassiez plus de pyramide des âges, c'est que beaucoup de pyramides des âges ne ressemblent plus du tout à des pyramides. Souvent, les pyramides des âges des pays riches et développés ressemblent à des ruches, parce que la base est très rétrécie. Il y a très très peu de naissances. Le milieu de la pyramide, il y a beaucoup d'adultes. Et puis, il y a quand même pas mal de vieux aussi. Et normalement, un pays comme l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, et un peu plus tardivement, dans 20 ou 30 ans, peut-être la France, devrait ressembler maintenant, devrait avoir des pyramides inversées. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir assez rapidement plus de vieux que d'adultes, et plus d'adultes que de jeunes. C'est tout le problème du financement des retraites, notamment dans les pays où, comme en Espagne, comme en Italie, comme en Allemagne, il y a chaque année plus de décès que de naissances. Pas parce qu'on meurt beaucoup, heureusement, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de naissances. Alors, vous voyez que la première chose à faire quand on vous donne des informations sur une population, quand on vous les donne sous forme d'un dessin comme une pyramide des âges, ou quand on vous donne un texte ou des chiffres, c'est de repérer ce rapport entre les jeunes, les adultes et les vieux. Bon, classiquement, on a beaucoup de jeunes, moins d'adultes, et puis très peu de personnes âgées dans les pays en développement, dans les pays qui sont encore dans la transition démographique. Et puis pour les pays plus modernes, ceux qui sont sortis de la transition démographique, on va dire que les femmes contrôlent leur contraception, se marient tard et décident de faire ou pas des enfants. On a fatalement une réduction de natalité. Les adultes sont nombreux et évidemment on meurt moins vite. Ce qui veut dire qu'on va vers des pyramides en forme de ruche, puis en forme de triangle inversé. Plutôt des tout pyramides. Bon,
Maintenant, il est quasiment interdit par l'institution de vous faire lire des pyramides des âges, encore moins les faire fabriquer. Donc vous voyez que c'est assez curieux qu'on vous fasse parler de... Enfin, on nous demande de parler de croissance démographique sans vous donner les outils, un peu comme on vous demande de parler de développement durable sans que vous ayez jamais étudié les climats. Donc c'est un peu étrange. Bon, mais enfin, voilà, en tant que citoyen, on peut trouver ça étrange. En tant que fonctionnaire, ben, on fait le programme qu'on nous demande de faire. Mais bon, comme je vous le disais, avec les OIB, on a un petit peu plus de temps qu'avec les autres. On peut donc poser la question de la pyramide des âges de la France. Je vous donnerai un document, soit que vous finirez la fabrication, soit je vous donnerai simplement à le commenter pour que vous compreniez comment ça marche. C'est tout bête, de 0 à 5 ans, de 5 à 10 ans, etc. On compte simplement les gens et on fait un rectangle. Alors, si vous êtes familier d'Excel, c'est comme quand vous faites un tableau, et vous mettez des données, et vous lui demandez de faire un graphique, et il le fait facilement, spontanément, intuitivement. Ça fait des marches d'escalier, c'est tout bête. Donc là, c'est pareil, une pyramide des âges, c'est deux graphiques en escalier, en fait. On met simplement une distinction entre les garçons et les filles. Bon, vous voyez que ça, c'est le premier point. Quand on fera la structure par âge de la France, on s'apercevra évidemment du vieillissement considérable de la France, du fait qu'il y a moins de jeunes que d'adultes. Et puis, si on regarde d'autres pays d'Europe assez proches, on verra que c'est pire dans d'autres pays. C'est pire dans le sens où il y a plus de vieux. Cela dit, c'est pas forcément une catastrophe non plus. Je vous dis, c'est plutôt l'indice normalement que vous avez une bonne espérance de vie. Alors, je vous ai mis dans le formulaire quelques questions sur la page 187. On peut en parler un peu, comme ça vous aidera. Alors, sauf que... Bon, pardon, mon téléphone bug un peu. Alors, si vous allez dans la page 187, notamment, je vous ai mis cette carte de la France pour que vous voyez qu'une fois encore, la part des jeunes sans diplôme est d'autant plus importante que souvent la région manque de dynamisme. On retrouve assez bien la diagonale aride, hein, décidément. Donc c'est une région où on va trouver plus de vieux que de jeunes, moins de gens qui ont envie d'aller que de gens qui ont envie de partir, et puis finalement une proportion de gens qui ne sont pas diplômés qui est supérieure. Alors c'est pas parce que les gens ils seraient moins bien formés, c'est parce que ceux qui restent des jeunes sont ceux qui sont les moins qualifiés. Comme la région n'est pas attractive, ceux qui peuvent la quitter s'en vont, ceux qui restent sont ceux qui ont moins de diplômes. Alors soit ils ont trouvé des emplois ruraux peu qualifiés, il y en a quand même de moins en moins, soit bon, ils n'ont pas trouvé. Il y avait aussi pas mal de jeunes sans diplôme en dehors de la diagonale du vide et dans des secteurs assez différents. Alors, par exemple, près de Bordeaux, vous avez dans le Médoc une surreprésentation. Dans des zones ici qui ont été des zones ouvrières un petit peu en déprise également. Alors, il est assez logique quand vous êtes un jeune homme ou une jeune femme et que vous savez qu'il y a des emplois pas qualifiés près de chez vous, que vous n'ayez pas envie de faire des études très longues. Alors ça peut expliquer ce genre de phénomène. Des gens qui, jusqu'à une période récente, savaient qu'il y avait des emplois, qu'à partir de 18 ou 20 ans, ils pouvaient s'insérer facilement dans le monde du travail, n'étaient pas poussés à faire des études. Vous avez aussi beaucoup de gens sans diplôme en Languedoc. Et là, c'est vraiment un effet paradoxal de ce qu'on appelle l'héliotropisme. Il n'y a pas seulement les retraités qui partent dans le sud, mais aussi des gens qui ne sont pas très qualifiés, qui ne trouvent pas d'emploi ailleurs, et qui se disent autant être pauvre au soleil, comme dans la chanson, et qui tentent leur chance. Titanic, le vie est plus agréable, mais c'est vrai qu'il y a plus d'emplois. Donc une des régions les plus jeunes de France maintenant, c'est la région entre Montpellier et Perpignan. Et c'est pas tellement à cause du taux de natalité très relevé, c'est à cause d'une forte émigration d'autres régions, une forte immigration vers le Languedoc. Émigration, ça veut dire migration dans le sens je quitte un territoire, j'émigre, donc et comme exportation, je pars. Et le même migrant qui fait la même migration est un immigré du point de vue du territoire qu'il quitte, un immigré du point de vue du territoire où il aboutit. Alors quand un Français de Normandie va s'installer à Montpellier, normalement ce n'est pas une migration, c'est pas un immigré normand qui est un immigré à Montpellier, puisqu'il s'agit de Français. Et donc les migrations, normalement, sont internationales. Il faut passer une frontière. Quelqu'un de Saragosse qui va à Bordeaux, il est immigré. Quelqu'un de Bordeaux qui va à Lille, il est toujours dans le même pays, c'est pas une immigration. Mais dans le cours que nous avons fait ensemble, nous avons appelé
un peu par abus de langage, migration, les déplacements à l'intérieur du territoire national. Bon, une autre remarque qu'on peut faire, c'est la situation contrastée des territoires et départements d'outre-mer. Vous voyez que dans les Antilles, il y a assez peu de gens sans diplôme par rapport à la Réunion et la Guyane. Mais les Antilles, ce sont des zones qui se distinguent à bien des égards. Vous avez vu aussi que ce sont des îles qui sont quittées par leur population. Donc là encore, peut-être que la proportion de jeunes sans diplôme qui restent dans l'île ou dans le territoire est importante quand les gens restent sur place. Et peut-être que les jeunes sans diplôme dans les Antilles ont plus tendance à partir par exemple en métropole pour acquérir des diplômes justement ou essayer de trouver un emploi. Bon, là, c'est des hypothèses. Quand on est en géographie, on pose des hypothèses et dans la mesure du possible, on essaie de les vérifier. Et si on ne peut pas, bon, on fait juste poser des hypothèses. Peut-être que, peut-être que. On ne demande pas que vous ayez la science infuse. Bon, alors, ensuite, pour en terminer, donc, je ne vais pas faire tout l'exercice à votre place. Pour terminer notre point d'aujourd'hui, donc, je vous avais dit 3 choses intéressantes que nous allons traiter dans le cours de la semaine et dans le cours en ligne que je vous donnerai. Donc, premièrement, la question de la pyramide des âges de la France. Deuxièmement, quel est l'effet du vieillissement localement? Alors, vous avez dans votre livre un assez bon exemple de ce qu'est justement la réalité de la diagonale aride au niveau départemental. Et alors, vous voyez que le département de la Creuse est un des départements les plus vides, sinon le plus vide de France. Bon, il n'y a que 15 000 habitants, c'est-à-dire finalement à peu près la population de Cibourg et du Rugne, ou bien la population de Saint-Jean-de-Luz tout seul, dans la capitale du département, dans la préfecture. Hein. Bon, et donc vous voyez un département rural complètement vide, très peu urbain. Et pourtant, si vous faites en proportion, le département est tellement vide que si on regarde bien, la plupart des habitants de la Creuse habitent quand même en ville. C'est-à-dire que soit vous habitez l'agglomération de Guéret, ou d'Aubusson, ou de Bourg-à-Neuf, ou de la Souterraine. Bien sûr qu'il y a des paysans et il y a des habitants dans le reste du département, mais l'essentiel des habitants habitent dans ces zones urbaines. Alors vous voyez que non seulement la France de la diagonale aride est une France vide et plutôt rurale, mais de toute façon, à l'échelle locale, même dans cette France rurale, les gens habitent surtout les villes. Alors, une des raisons de ces difficultés de la Creuse à attirer les activités des gens, c'est son relatif enclavement. En fait, l'axe autoroutier le plus important, il passe ici, c'est l'autoroute A20, vous voyez, Limoges-Paris en quelque sorte, qui descend, qui est une autoroute d'ailleurs gratuite, qui a été financée pour essayer de désenclaver la région, mais qui en gros évite le département. Et donc ce territoire est un territoire de la France dite profonde. Comme France profonde, ça faisait méchant. Vous voyez que dans votre livre, le terme est employé. On dira maintenant que c'est un territoire hyper rural. Donc, vous vous souvenez du film de propagande que je vous ai montré sur le périurbain. Il avait été ce film fabriqué par le commissariat général à l'égalité territoriale, le CGET. Ben, vous remarquerez que ce CGET, eh bien, il essaie de populariser l'expression hyper rural plutôt que rural profond. Alors, je vous demanderai peut-être comment, dans le livre, tout simplement, on essaye de trouver des solutions pour repeupler et redynamiser des territoires aussi vides et aussi vieux. Une des solutions, c'est l'agrotourisme, hein, le développement du tourisme rural, mais c'est peut-être pas de nature à fournir beaucoup d'emplois et d'emplois pour des personnes jeunes. Donc voilà des régions qui manquent de dynamisme, qui n'attirent pas, qui ne retiennent pas la population jeune. Et ce qui est intéressant, c'est que la Creuse n'est pas spécialement inhospitalière. C'est pas un département qu'il est difficile d'habiter à cause de son climat hostile. Et ça, c'est un des points importants en France. Les régions les plus inhospitalières ne le sont au plan géographique. On a du mal à trouver un déterminisme. Autant en Espagne, l'intérieur du pays est relativement vide, mais on a remarqué mes États et toute la Castille, si vous voulez, en gros. Hein. Bon, ce sont des hautes altitudes et des plateaux assez difficiles à mettre en valeur, par exemple, pour l'agriculture. Autant en France, cette bande euh, un peu
désertique qui prend en écharpe le territoire. D'abord, elle n'a pas d'unité, hein. Il y a des montagnes, le Massif central et les Vosges, mais aussi des plaines. Et il y a des régions qui sont assez riches. Par exemple, point de vue agricole, il y a la Champagne en plein dedans. Donc, le déterminisme géographique est sans doute assez faible. Il faut plutôt penser que la population de toutes ces régions rurales a été attirée par les villes au XIXe siècle, notamment par Paris, par Lyon, etc. Et qu'elle n'a pas su trouver de diversification économique. Alors, il y a aussi les problèmes des régions jeunes si on peut dire, trop jeunes, c'est assez ambigu, mais disons que puisqu'il y a des régions vieillissantes, il y a aussi des régions qui sont excessivement plus jeunes que le reste de la France. Notamment, il y a ce qu'on appelle les grands ensembles des années 1970. Alors, les quartiers les plus jeunes de France sont souvent des quartiers de banlieue parisienne, bordelaise, marseillaise, lyonnaise, lilloise, dont certains sont des quartiers en difficulté. Donc, quelle est la problématique de ces quartiers? Ils sont assez difficiles à vivre, c'est désagréable. Donc, on peut éventuellement envisager aujourd'hui d'abattre certains appartements pour faire des logements un peu plus agréables. Ce sont des quartiers enclavés, mal reliés au centre des villes. Donc aujourd'hui, on les dote de tramways ou de choses comme ça. Ce sont des quartiers qui, comme les campagnes périphériques, manquent d'emplois. Donc on essaie d'y implanter des rues d'entreprise, des technopoles, de faire des zones franches pour que les entrepreneurs ne payent pas d'impôts. C'est pour essayer de les attirer dans ces quartiers. Et ces quartiers, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation où, au lieu de valoriser leur jeunesse et d'être en pleine vitalité, vous voyez, à la différence des zones rurales de la diagonale, ces quartiers-là ont des problèmes de délinquance, d'insécurité, de pauvreté cumulée. Et c'est dans ces banlieues dites difficiles que la population a l'impression d'être abandonnée par les services publics, que la police craint de devoir intervenir. Et on a pas mal de banlieues assez difficiles. Donc sans tomber dans la caricature, bien sûr, parce qu'il y a aussi des régions jeunes et des banlieues agréables, eh bien, on pourra essayer de vous proposer de confronter la situation de ces zones très denses en difficulté à celle des zones rurales, elles aussi manquant de dynamisme. Alors, l'analyse qu'on fait est un petit peu pessimiste, puisqu'on s'intéresse à des régions qui sont en difficulté. Disons que les régions prospères, celles qui attirent beaucoup de population et qui sont dynamiques, eh bien c'est les banlieues également, mais les banlieues favorisées des grandes métropoles. Alors, il y aurait beaucoup d'exemples à développer autour de Bordeaux, par exemple. Bon, c'est pas le sujet parce que les politiques publiques sont des politiques qui visent à revitaliser, revaloriser, requalifier les quartiers en difficulté et s'intéresse relativement peu aux banlieues entre guillemets riches, sauf quand même sur un point, c'est qu'on voudrait imposer à toutes les communes d'avoir beaucoup de logements sociaux, au moins 22%. Et souvent, les communes des secteurs de France les plus dynamiques, eh bien, ne jouent pas forcément le jeu. Alors, vous voyez ici deux petits schémas pour résumer la situation de la France. Le premier schéma, en fait, on l'a déjà fait plus ou moins, hein, c'est le littoral du vide, les foyers de peuplement. Alors on peut s'étonner qu'on ait mis la Lorraine spécialement en avance alors qu'elle fait partie des régions les moins fortes, c'est-à-dire que par rapport à Paris, Lyon, Marseille et même le Nord, la Lorraine perd des habitants. C'est pas vraiment le cas des quatre autres foyers. Et puis ce schéma-là est moins bon que celui que nous avons fait nous, parce il ne montre pas que la périphérie du territoire est très habitée. Or, il n'y a pas du monde en Lorraine et dans le Nord, et puis rien entre deux. Il y a beaucoup de monde en Alsace aussi, en Savoie. Le peuplement de la France, il ne se limite pas aux littoraux, c'est les littoraux et les frontières. Donc ce premier schéma, vous voyez, si je vous demande de le commenter, ce sera pour le critiquer, il n'est pas bon. Ça, c'est la répartition de la population plutôt espagnole. La population espagnole vit sur les littoraux, à Madrid et à Valence, pas tellement ailleurs, et pas le long des frontières.
Ni la frontière du Portugal, ni celle de la France sont très peuplées. Par contre, les dynamiques spatiales de la population ici, c'est assez bien vu. En gros, le nord et l'est sont des régions qui perdent plus d'habitants qu'ils n'en reçoivent. Et puis, vous avez le fameux U, ici, des régions attractives. Maintenant, il faudrait sans doute nuancer. À l'intérieur de la zone en vert, ici, il y a des métropoles telles que Paris, Lille ou Strasbourg, qui, elles, gagnent des habitants venus d'ailleurs. Et puis, à l'intérieur du U, il y a des zones rurales qui ne sont pas si dynamiques qu'on veut bien le dire. Mais enfin, ça, c'est pas un dessin qu'il faut, c'est juste un changement d'échelle nécessaire pour analyser la situation des villes. Là, par contre, vous voyez que ce document, cette carte-là, elle est critiquable. Et alors, rien ne vous empêche de le faire. Quand on vous donne un document, c'est pas pour le décrire simplement, c'est pour le commenter et donc éventuellement voir des limites, bien des défauts. Et là, vous voyez bien que le document, d'ailleurs, le suggère qu'il y a un problème. Il dit lui-même que c'est important les grandes vallées pour expliquer les concentrations de population. Donc vous voyez que la vallée du Rhin, la vallée de la Loire, la vallée de la Seine, la vallée de la Garonne sont peuplées. Bon, et pourtant, il ne met pas quelque part en évidence un figuré pour dire où sont les fortes densités. Il a mis en jaune les littoraux, ce qui a l'air de laisser croire que le reste est vide. Bon, n'oubliez pas que ça c'est un point de détail aussi de méthode. Quand vous faites une carte avec de la couleur, le fait de laisser en blanc des régions fait penser spontanément que là il ne se passe rien. Là, si c'est en blanc, c'est qu'il n'y a rien à dire. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et donc vous voyez que vous pourriez signaler cette omission. La carte ne montre pas assez bien que toutes les périphéries sont occupées. Et deuxièmement, sur une carte en couleur, le fait de laisser en blanc aussi bien des régions denses que des régions pas denses, c'est une faute de méthode. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Au revoir.